Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour! Aujourd'hui, on vous offre un cours sur les ITSS, mais un cours le fun. Oui, 101. Oui, un cours 101 sur les ITSS. On passe à travers la base qu'on devrait tous et toutes savoir sur les ITSS sans shamer les ITSS. Exact. Ça fait comme 12 fois que je dis ITSS, ITSS. Mais regarde, il faut le nommer. Là. Oui, on absolument. détablise, on le nomme, on met les mots. On vous dit où allez vous faire dépister. Ouais. On vous dit comment trouver de la bonne information. Oui. On vous donne la bonne information. Et pour ça, puisque, oui, nous sommes bachelières du bac en sexologie, mais c'est pas particulièrement notre dada, les ITSS, on a invité une de nos profs. Oui, Morag. Exactement, qui travaille aussi pour Club Sexu. Exact. Vous aurez peut-être déjà vu son visage, entendu sa voix dans les petites capsules ici et là. Effectivement. Oui, exactement. Fait que, on parle aussi de clames, on parle de vaginose, on parle de VIH, d'herpès. On différencie vaginose, vaginite aussi. Ouais. Ce qui est pas une ITSS, mais c'est quand même important à savoir aussi. Puis de dévoilement, comment on fait pour dévoiler à ses partenaires qu'on s'est fait dépister? Et comment on reçoit un dévoilement? Oui, que peut-être on a eu un dépistage positif, etc., etc. Fait que vous sautez de cet épisode-là avec plein d'outils. Oui, full. On parle aussi de nos expériences. Mon expérience de quand je pense avoir une TSS. Et de nos expériences de dépistage en général, full positives. Tout à fait. Fait que sur ça, on vous laisse à l'épisode. Nos épisodes sont présentés par nos 4 partenaires officiels. Bonjour! Donc, premièrement, Monokini, qui est une compagnie québécoise. André vous présente en ce moment son collier. Monokini fait des colliers. Genre, allô, c'est tellement une belle offre. Dans quel monde tu te dit céramique collier? Exact. Genre, mais je les porte en constance, fièrement, tout le temps. Là. Oui. Je pourrais peut-être avoir un peu plus de tenue. Rosie, c'est vache sur les divans, ça n'a comme pas de bon parce qu'aujourd'hui, on a filmé 2 épisodes. Fait qu'elle est fatiguée. Puis j'ai des problèmes d'insomnie aussi. On se rappelle. Je suis vraiment fatiguée. Oh, ouais. Donc oui, Monokini. Camomille dans les tasses Monokini pour te faire, faire dodo. Et je t'ai comme André, on parle de partenaire. Pourquoi tu me parles de camomille? Mais André, elle a tout de suite lié vraiment le sujet. Tu vois le marketing brain? Oui. Yes. Mais Monokini offre aussi bien évidemment des pièces de vaisselle en poterie aussi. Et des on a parlé des colliers. Oui, des cours. Fait que mettons, là, activité team building. Non, je pense que c'est bonding. Non, c'est team building. Je suis pas mal sûre. Je pense que les deux se disent. J'ai vraiment fait une recherche. OK. Regarde la gang, là, vous allez être... Prenez ce qu'on vous donne. boy. Deuxième partenaire, Fleur Sauvage. On est bonne. Fleur Sauvage Lingerie. Oui, Fleur Sauvage, petit scoop, ils vont être à Mural cette année. Allez les voir, allez leur rendre visite. On va prendre se croiser, justement, parce que nous y sommes aussi. Bien sûr. Allez encourager cette compagnie d'ici, de Montréal, qui font des produits de qualité, des produits queer-friendly, en cuir vegan, donc éco-responsables, puis qui sont juste extrêmement magnifiques, d'un esthétisme magnifique. Fait que oui, Fleur Sauvage. Si tu as besoin de nouveaux sous-vêtements confortables, devenez là. On a aussi, hey, by the way, les codes promo. Oui, on a reçu de la nouveauté, mais les codes promo qu'on a avec nos partenaires sont tout le temps en highlight sur Instagram? Oui, aussi, mais en description d'épisode. Oui, c'est vrai. Fait que si vous voulez des rabais, on a des partenaires officiels. Ils sont là aussi pour vous. Là. Genre, ils vous gâtent aussi. Ils vous gâtent en nest. Oh, ouais. Fait que oui, si vous voulez des nouveaux sous-vêtements colorés, à tout carte. Ouais, et finalement, Ecclesia. Notre studio. Donc, on enregistre tous nos épisodes au studio de Ecclesia, ce qui veut dire... Ecclesia étant une boutique de meubles seconde main, décors, tout ce que vous voyez est à vendre. Donc, le magnifique divan orange, jetez-vous dessus. Genre... Ouais, mais comme, on l'aime tellement. Je sais, mais en même temps, je peux pas vous dire de pas l'acheter pour nous le laisser. Fait que je dois être honnête, ça brise notre cœur, mais c'est genre le meilleur divan. C'est pour ça que je m'endors. Genre, je suis tellement comme confort, tu sais. Ouais. Fait que merci à nos partenaires de vendre la saison 2 du podcast possible. Bisous. Bonjour.
Aujourd'hui, on a une invitée avec nous. J'étais comme qui commence. Vas-y. Aujourd'hui, on a une invitée avec nous. Oui, c'est Morag Boson. Bonjour. Bonjour. Qui a été notre prof en sexo aussi. Oui, c'est la deuxième fois qu'on invite une de nos enseignantes au podcast. Oh, effectivement. Mais aujourd'hui, on va parler des ITSS, qui n'était pas le sujet du cours qu'on a eu avec toi. Non, exactement. Non, c'était très loin. Moi, c'était la diversité de genre, donc... Effectivement. Tu veux-tu parler un petit peu de ton expertise en sexo? C'est quoi ton dada, tes petits sujets chouchous? 100%. Ben, moi, j'ai fait le classique bac maîtrise et maintenant doc, fait que je suis full sexo. Mais récemment, en fait, avec le Club sexuel Dépistage, je me suis vraiment comme créé une expertise un peu malgré moi sur les ITSS, c'est le dépistage. Je blague. Mais justement, tout ce qui est les enjeux de genre, les enjeux liés justement aux rencontres en ligne, au dating, puis aux enjeux intersectionnels avec le racisme également. Oui, c'était quoi ton sujet de maîtrise? Mais je pense que tu l'avais dit quand t'es... Oui, c'était, mon Dieu, c'était la transition de genre avec hormonothérapie, donc, mais tel que, en fait, communiqué à travers les blogs en ligne. Fait que c'était, en fait, oui, c'est ça. Des hommes trans et des personnes non-binaires qui faisaient, en fait, qui documentaient leur transition sur YouTube notamment. Ouais. Fait que c'était comme une analyse de contenu sur leur première année de testostérone. Oui, c'est ça, je me rappelle qu'on en avait parlé en cours. Ouais. Très cool. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des ITSS. Oui. Le but, un peu, c'est d'enlever le tabou autour des ITSS. Quand moi et André, on a fait le bac, on était comme... ben, tu sais, il y a des traitements. Genre, on est rendu comme à une... Tu sais, on est rendu que tu peux prendre des antibiotiques puis tout. Fait que c'est un peu d'enlever le tabou sans banaliser le fait d'avoir une ITSS. Puis parler de l'importance du dépistage aussi. Fait que c'est un peu comme le sujet de l'épisode. On va passer différentes ITSS. On va parler des vaginoses, vaginites aussi. Tu sais, les autres... j'allais dire problème. Les autres infections possibles. Oui, totalement. Fait que c'est ça va être comme très de base parce que c'est comme important qu'on ait cette info-là, tu sais. Ben, je pense qu'on a le biais de penser que c'est de base, mais comme en discutant avec les gens autour de moi, je réalise qu'il y a tellement d'informations qui sont pas accessibles et pourtant, je pense au cours d'éducation à la sexualité que j'ai eu au secondaire, puis j'ai été assez privilégiée pour avoir des cours d'éducation à la sexualité au secondaire, j'ai l'impression qu'on parlait juste de ça, mais je sors de ces cours-là, puis j'ai quand même l'impression d'avoir rien appris. Puis quand je suis arrivée à l'université, puis j'ai fait ces cours-là, j'étais comme « Ah non, OK, c'est vraiment moins dramatique que qu'est-ce qu'on m'a enseigné quand j'étais à l'école. » Il y avait vraiment comme une espèce de quelque chose de moralisant puis d'apeurant de parler du TSS. C'était vraiment très comme campagne de peur un peu. Vraiment. Puis tu sais, c'est comme c'est normal que ce soit mêlant parce qu'on dirait que tu le nommes maintenant, puis comme c'est clairement mêlant quand on donne des informations qui sont pas nécessairement les bonnes et qu'après, aujourd'hui, on essaie de tout déconstruire ça puis d'être comme non, c'est pas vraiment ça finalement, puis on essaie de mettre des nuances. Mais c'est vrai qu'on a eu une éducation vraiment axée sur la peur. Puis moi, j'ai eu des cours d'éducation à la sexualité, mais je me rappelle que la partie ITSS, c'était comme un peu pour et par. Fait qu'on faisait les présentations de même. OK. Tu laisses genre des jeunes de secondaire 2 utiliser Google Images, puis c'est terminé. On traumatise tout le monde ensemble. Ben oui, c'est sûr. Fait mais tu sais, t'as pas de correction nécessairement qui vient par la suite jusqu'à ce que tu commences à entendre des histoires d'horreur, quand tu commences à être actif ou active sexuellement, puis que là, t'as un ami, tu sais, qui a commis une chlamydia ou t'as entendu quelqu'un qui l'a transmis, blablabla, puis on passe tellement par des mythes puis des stigmas avant d'aller chercher des infos qu'après, c'est tout à déconstruire. Là. Fait que c'est super mêlant. Puis c'est vrai que ça peut être compliqué, mais en fait, je pense que l'information de base, là, ce qui est au cœur à comprendre, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ben, c'est pour ça que, justement, on tenait à en parler, parce qu'au bac, quand on a comme réalisé que le discours de peur puis de gravité aussi, c'était pas du tout ça. C'était genre... On dirait qu'il y a une espèce de... Tu sais, tu vis ta sexualité, puis t'es comme... il y a tout le temps... T'as tout le temps une crainte, là, tu sais. Puis après, quand tu réalises que, ben, si tu te protèges, puis tout, ça va être correct. Genre, puis même si... Oui, si t'en parles. Puis même si t'as une TSS, ben, comme... Il y a des centres de dépistage, tu sais, il y a comme... Tout existe. Puis l'affaire la plus difficile, genre, moi, quand on était comme... Mais on va se faire dépister où? Genre, comment ça... Genre, c'est quoi ça, tu sais? Puis il y a tout le temps un discours de comme... Faut que tu ailles voir ton médecin, puis comme full dramatique, puis tout. Quand on a connu Prélib, on était genre « wow ». Ça a changé la donne. Oui, vraiment. Il y a d'autres cliniques, mais on va parler de notre expérience avec Prélib parce que c'est là qu'on est allé. Mais comme on disait un peu tantôt, on y allait en 2 cours. Genre, on était comme, on prend rendez-vous en ligne. C'est réglé. Facile, ça prend genre 10-15 minutes, même pas. Avec la carte d'assurance maladie, ça coûte $10. Me semble 15 c'est une prise de sang, me semble. En tout cas,
Il y en a pas de même. Mais c'est ça, c'est accessible, c'est rapide, c'est anonyme. Tu sais, c'est vraiment comme full bien fait. Puis tu prends ton rendez-vous en ligne, puis c'est réglé, genre. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme... Je me rappelle justement des gens que j'ai été, c'était comme, mais genre, tu vas te faire dépister où? Genre, comment ça marche, tu sais? Puis... c'est tellement complexe. Moi, je me rappelle même que comme avant, il y avait un peu l'espèce de truc de comme t'appelles puis tu te dis que tu as des symptômes, comme ça, tu passes plus vite puis ça prend pas genre 3-4 semaines de recevoir un rendez-vous, mettons que tu as une petite peur puis t'es comme, j'ai pas mis le condom. Fait que, tu sais, même là, en fait, il faudrait qu'on retourne un peu à c'est quoi un dépistage. Puis, dans le fond, le dépistage, c'est d'être capable de détecter des ITSS qu'on n'aurait pas été capable de détecter sinon. Fait que, tu vas te faire dépister quand tu n'as pas de symptômes. Fait que c'est une méthode, en fait, qui est préventive. Puis pour que ça soit efficace aussi, ce qui ne rentre pas toujours dans la tête des gens, c'est qu'il faut que ça soit fait de manière routinière. Donc, tu peux y aller si tu as une petite frousse ou justement si tu as pris un risque. Mais le mieux, c'est d'y aller de manière routinière, surtout si tu es sexuellement actif ou active ou que tu as plusieurs partenaires, pour justement de ne pas devoir être constamment en mode réaction. Si on veut être en mode prévention. Puis, il y a des services, justement, comme Prélib, que c'est génial parce que eux, c'est vraiment une clinique de dépistage. C'est ça, leur service en particulier. Fait que c'est facile, c'est réglé, il y a un rendez-vous. Alors qu'il y a d'autres services, puis ça, c'est d'ailleurs un mythe aussi, que ça coûte très cher à aller faire dépister. Parce que, honnêtement, si tu mets dépistage sur Google, ça va te donner des cliniques avec des laboratoires privés, en fait. Mais tu peux aller te faire dépister dans des CLSC. Tu peux te faire, il y en a qui ont des services dans leurs établissements scolaires. Il y en a, tu sais, ça dépend, ça peut vraiment être varié. Il y en a qui peuvent se faire dépister auprès de leur médecin de famille. Donc, tu peux demander les tests. Mais c'est vraiment de manière comme préventive. Et si tu crois que tu as des symptômes, puis pas genre tu crois parce que tu as eu peur, mais tu crois vraiment que tu as des symptômes, là, il faut que tu prennes rendez-vous pour une consultation médicale. Puis souvent, dans les cliniques, admettons que tu veux que ça soit rapide parce que ça te fait peur ou tu veux être très réactif, ce qui est très bien, tu peux aller plus dans des cliniques, admettons, en santé sexuelle, tout ça. Et ça aussi, c'est couvert par la RAMQ. Et la plupart du temps, un peu comme Prélib, mais aussi si tu vas dans un CLSC pour ton dépistage, bien, le prix, ça va justement avec les frais de transport. Fait que il y a même des CLSC qui me proposaient, tu peux prendre ta petite enveloppe et l'emmener à l'hôpital si tu veux dans notre laboratoire. La plupart du temps, tu veux pas faire ça, mais des fois, c'est à distance de marche, fait que pourquoi pas, Mais essentiellement, c'est ça. Et sinon, il y a même des laboratoires qui, par exemple, comme Biron, qui vont te faire tes prélèvements, que ça va coûter plus cher, mais tu vas avoir tes résultats en 2 jours. Fait que c'est vraiment une question de besoin, mais l'accès, c'est vraiment un enjeu particulier. Puis sans nécessairement plugger tout de suite notre Dépistafest, là, mais c'est notre festival de dépistage des ITSS. Puis c'est justement un des enjeux, l'accès qu'on a remarqué. Fait qu'on a créé une page, en fait, de où est-ce que tu peux rentrer tes critères. Fait que tu peux même mettre, est-ce que tu as la RAMQ, est-ce que tu n'as pas la RAMQ, est-ce que tu as besoin qu'il y ait des besoins d'accessibilité, mettons, chaise roulante, ton âge. Puis là, ça te donne les cliniques, puis tu peux mettre aussi en fonction de ta région, fait que près de chez toi. Parce que sinon, c'est vrai, la perception que c'est difficile ou même de ne pas savoir où aller, ça va te décourager. Si je te dis, le mieux, ça serait que tu prennes un rendez-vous 1 fois par année quand tu sens pas que tu en as le besoin, juste par prévention, puis que tu n'as pas, comme ton dentiste qui te harcèle à chaque année pour reprendre ton rendez-vous, tu le feras pas. C'est normal. C'est comme, mais ça devrait être la même chose. C'est comme quand tu vas chez le dentiste pour vérifier que tout va bien. C'est la même chose, littéralement. Puis si, mettons, tu vas chez Prélib, blablabla, puis tu as un résultat positif, est-ce que Prélib te donne la prescription pour les antibiotiques ou il faut que tu ailles voir un médecin aussi après? Non, c'est ça, tu as une consultation avec un médecin, en fait. Avec Prélib, c'est ça qui est vraiment chouette, moi, je trouve, c'est que quand la plupart des services de dépistage, ça va être un peu... en fait, ça va être varié. Fait que si tu as des résultats négatifs, donc ça veut dire que tu t'as aucune ITSS selon les tests, ben là, on peut soit ne pas te rappeler, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle, ou on va te rappeler ou te laisser un message pour te dire que tout est beau. Mais quand tu as un résultat positif, là, on va t'appeler. Mais chez Prélib, on t'appelle peu importe les résultats pour aussi s'assurer, voir si c'est des pratiques à risque, peut-être qu'on pourrait ajuster, whatever. Mais tu as une consultation, c'est une consultation qui est médicale. Donc, automatiquement, si tu as besoin d'une prescription, on te la donne, tu peux aller à la pharmacie.
c'est easy peasy. C'est ça, parce que c'est un médecin qui rappelle. En tout cas, dans mon cas, chaque fois, Oui, c'est un médecin qui rappelle. Ouais. Exactement. Puis là, je ne suis pas médecin, fait que je suis pas infirmière non plus, fait que je ne veux pas prétendre, mais en effet, si tu as une consultation, en fait, si tu as des résultats positifs, soit tu vas avoir une consultation directement avec un médecin, donc le médecin va te rappeler directement. La plupart du temps, c'est ça. Mais sinon, le service de dépistage va tout de suite, finalement t'encadrer pour que tu reçoives les traitements les plus rapidement possible, en fait. Comment ça se passe habituellement, un rendez-vous de dépistage? Genre, à quoi les gens doivent s'attendre une fois que le rendez-vous est pris? Bien, bonne question. Bien, d'abord, c'est ça, c'est de prendre ton rendez-vous. Ensuite, la prochaine étape, bien, ça va être de te rendre à ton rendez-vous, dépendamment du service que tu as choisi. Donc, par exemple, si on parlait de Prélib, ça fonctionne vraiment pour que le temps soit efficace. Donc, tu as des plages de rendez-vous, tu te pointes pour ton rendez-vous, tu n'attends pas dans une salle d'attente conventionnelle, tu passes tout de suite, c'est réglé. Sinon, la prochaine étape, dans peut-être un CLSC ou dans un service plus conventionnel, tu vas arriver à ton rendez-vous et attendre. La plupart du temps, c'est pas si long que ça, mais il peut avoir des temps d'attente, surtout s'il y a peut-être on va venir privilégier les cas plus urgents, par exemple, ou si, admettons, tu vas dans une clinique sans rendez-vous, ben là, tu mets ton nom et t'attends. Fait que ça va être l'étape 2 et tu vas rencontrer probablement un infirmier ou une infirmière qui va te faire passer finalement un questionnaire pour déterminer les tests finalement les plus appropriés. Ça aussi, c'est une méconception. Quand on passe un test de dépistage, c'est pas toujours, on passe pas un dépistage pour toutes les ITSS. On y va vraiment en fonction de tes pratiques. Ça se peut qu'en fonction de tes pratiques, on fasse batterie complète, mais c'est pas automatique. Parce qu'il y a certaines pratiques qui vont être plus à risque de certaines ITSS, dans le fond. Exactement. Okay. Encore une fois, vu qu'on n'est pas dans... si, admettons, on est en réactivité ou qu'on pense qu'on a des symptômes, là, on va aller cibler ça en particulier, puis on va évaluer les pratiques. Mais si on est en routine, on va examiner les pratiques des derniers mois ou du dernier dépistage, depuis le dernier dépistage, et voir, en fait, où est-ce qu'il y aurait pu avoir un risque de transmission, simplement pour être efficace. Si, par contre, on vit une anxiété ou on a envie d'une batterie complète ou qu'il y a une ITSS en particulier qui nous stresse, on peut toujours le demander. Mais c'est ça, c'est juste de ne pas le prendre pour acquis. Fait qu'après, la personne, elle nous ferait passer les tests et là, on retourne chez soi, on attend le résultat. Chez Prélib, c'est différent. Puis, il y a beaucoup de personnes que ça rend plus à l'aise parce que cette espèce de questionnaire des pratiques, tu le fais en ligne à la maison, finalement. Fait que c'est les mêmes questions, c'est aussi efficace. Ils ont été développés, justement, par leur équipe, fait que de médecins et de professionnels en santé. Fait que tu le passes chez toi. Pour ça, fait que ton rendez-vous, ce n'est que tes prélèvements. Fait que c'est ça. Oui, c'est important, je trouvais, de mettre l'emphase sur la salle d'attente aussi. Genre, il y a tout le temps ce côté-là de comme, je vais devoir prendre une demi-journée de congé pour y aller. Là. Ça prend, genre, t'ouvres la porte, tu fais, genre, entre les deux, ta rentrée et ta sortie, c'est genre 10-15 minutes. Oui, donc quand on dit qu'on y allait entre les cours, on y allait entre les cours. Oui, c'est pas une blague. 10 minutes. Oui, c'est vraiment pas long. Puis le questionnaire, comme tu dis, tu le fais chez toi aussi. Fait qu'il y a comme le côté que t'as pas à parler de ta vie intime sexuelle avec une personne si, pour toi, ça peut être comme plus vulnérabilisant, par exemple. Oui, c'est une pratique à laquelle, genre, même toi, t'es pas prêt à en discuter avec quelqu'un. C'est comme tout est... Tu sais, c'est à l'écrit, dans le confort de chez toi. Tu n'as pas besoin de le dévoiler verbalement à quelqu'un. C'est comme, il y a quelque chose de très rassurant. Tu prends les prélèvements toi-même aussi? Genre, ça, c'est comme important à nommer. C'est important de noter, mais avant d'aller dans les autoprélèvements, je pense que c'est vraiment un point important, ce que tu nommes. Souvent, en fait, par désirabilité sociale ou peut-être parce qu'on n'a pas eu une bonne expérience une dernière fois, on va avoir tendance à vouloir un peu redorer notre image. On a peur de se faire juger. On va diminuer le nombre de partenaires. On va éviter de nommer telle pratique. On va faire semblant qu'on a mis le condom à chaque fois. C'est vraiment important d'être honnête. C'est vraiment important la transparence parce qu'il faut qu'on détermine les bons tests pour s'assurer. Justement, tu veux faire un check-up puis avoir l'esprit tranquille, il faut vraiment que tu reçoives tous les tests qui sont appropriés, tu sais. Puis c'est sûr que Prélib, pour moi, c'est vraiment une bonne solution pour les gens, que ça peut être une angoisse. Si jamais Prélib, c'est pas disponible dans votre région, c'est toujours aller peut-être dans des services qui sont comme spécialisés en santé sexuelle ou qui, si, admettons, vous identifiez à une communauté particulière qui offre des services avec cette communauté-là, il y a déjà, je pense, un sentiment de confort qui va être plus grand. Puis je pense que ça, c'est important de considérer ça, en fait, dans le choix de notre service, là, pour être sûr que c'est au service de notre santé, là, finalement. Là, parce qu'il y a beaucoup des ITSS, la plupart des ITSS, en fait, sont traitables. En fait, on peut les traiter, mais le but, c'est de les dépister tôt pour les traiter tôt, pour éviter des
complications parce qu'il y a plusieurs ITSS qui n'ont pas de symptômes et les symptômes qu'on pourrait voir des années plus tard, ça serait des complications. Puis là, c'est une autre paire de manches dans le traitement. Fait que c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes, d'où la routine, là, finalement, comme chez le dentiste. Tu n'attends pas d'avoir une carie, ça va coûter très cher. Tu vas faire ton nettoyage puis ton examen de manière régulière. Puis c'est comme ça que ça te garantit, en fait, une bonne santé, j'allais dire santé buccale. Ben oui, mais santé sexuelle. C'est ça. Ben, justement, récemment, André a fait un post sur les ITSS, puis était comme le symptôme le plus commun, c'est de ne pas avoir de symptômes. Exactement. Quand tu te rends compte de ça, tu comprends aussi l'importance de te faire dépister. Oui, full. Puis l'importance aussi, je pense qu'on l'a touché un peu, mais tu sais, il y a tellement un stigma qui est associé au fait d'avoir une ITSS, puis encore une fois, le but n'est vraiment pas de déresponsabiliser tout le monde, mais je pense que c'est important de comprendre que tu peux avoir une ITSS et donc tu peux la transmettre sans le savoir, tu sais. Puis c'est la même chose avec tes partenaires. Il y a personne qui est genre dans la méchanceté ou qui est nécessairement dans la négligence, puis d'entretenir des croyances comme ça ou peut-être de genre shamer une personne qui nous dit qu'elle a une ITSS. Ça contribue tout le monde, en fait, à ce qu'on entretienne une chaîne de transmission, tu sais. Alors que si on est à l'aise de se dire « Hey, by the way, j'ai testé positif à la chlamydia, va te faire checker, puis t'es comme, hey, merci de me le dire, j'y vais. Bien là, la personne, elle, ça l'encourage par la suite à le redire si jamais elle a une TSS, puis toi aussi, tu sais, comme les deux, on a une expérience positive, fait que ça va bien, versus se dire, oh mon Dieu, elle m'a vraiment pété une coche, genre, je vais pas le dire la prochaine fois, tant pis, la personne ira se faire tester, moi, j'ai fait ma part, tu sais. Je pense qu'il y a cette peur-là de se faire apposer une étiquette avec un dévoilement, d'avoir contracté une ITSS, de j'aimerais lire de le dire parce que j'ai peur qu'on me stigmatise, qu'on me traite de je sais pas trop quoi. Il y a comme cette peur-là d'être perçue comme une personne. Je pense qu'il y a le tabou du propre et du sale avec les ITSS. Il y a l'expression de je me suis fait tester, je suis clean, alors que t'es pas propre parce que tu as eu une ITSS. Il n'y a pas de corrélation avec l'hygiène là, nécessairement. Fait que je pense que tout ça fait un amalgame de peur d'en parler avec ses partenaires. Puis l'association avec genre la quantité de partenaires. Pas que c'est mauvais d'avoir beaucoup de partenaires, ça n'a pas rapport, mais il y a tout le temps cette corrélation. Oh mon Dieu, genre tu dois avoir vraiment couché avec beaucoup de monde. Oui, puis tu sais, c'est tellement genre... Je comprends les gens parce que c'est un peu mêlant au sens où genre en effet... plus tu as de partenaires, c'est un facteur de risque. Mais c'est un facteur de risque et c'est pas un facteur qui est déterminant. C'est pas causal. C'est pas j'ajoute un partenaire égale une ITSS de plus. Ça dépend. En fait, c'est vraiment basé sur tes habitudes. Fait que c'est justement, est-ce que tu portes des méthodes de protection barrière? Est-ce que tu as une communication avec tes partenaires, justement, qui permet que si jamais il y a une ITSS, ben, on peut prendre des mesures, en fait, pour soit éviter les contacts sexuels jusqu'à ce qu'il y ait traitement ou gestion, dépendamment si tu as une ITSS avec laquelle tu vis. Mais il y a ça, puis aussi d'aller te faire dépister régulièrement, comme ça, t'évites de la transmettre. C'est vraiment ça qui est déterminant, là. Puis c'est vraiment un gros stigma, la saleté, puis un peu le promiscuous, là, excusez mon français. Mais tu sais, vraiment d'associer, en fait, les ITSS à un type de personne, tu sais, irresponsable et tout. Ce qui est vraiment dommage parce que tu regardes, finalement, puis d'expérience autant personnelle que professionnelle, quand les gens ils prennent leur santé sexuelle en main, qu'ils vont se faire dépister puis prennent le temps de le dire à leur partenaire, ben ça va être beaucoup plus charmant, en fait. Ça va être beaucoup plus responsable. C'est tellement une belle petite déclaration de genre je tiens à toi ou je t'aime, que genre je prends soin de toi, là, je prends soin de moi, mais je prends soin de toi aussi. Fait que, il y a comme pour moi, il y a encore quelque chose de très qui ne fit pas avec ça. Il y a comme un stigma qui persiste, mais pourtant, j'entends tellement beaucoup d'expériences positives. J'ai vraiment apprécié comment il m'a dit qu'il y avait la gonorrhée, par exemple. Là, fait que j'encourage vraiment les gens à le faire. C'est ça, au final, genre, les personnes que je trouve irresponsables, c'est pas celles qui contractent des ITSS, c'est celles qui en prennent pas soin, qui prennent pas soin de leur santé sexuelle ou celle de leur partenaire ou qui se déresponsabilisent par rapport à la santé sexuelle de leur partenaire. Fait qu'il y a comme cette espèce de... il y a quelque chose qui ne fit pas, là. Ben oui, full. Puis tu sais, il y a tellement... Comme, encore une fois, juste le fait de ne pas savoir si tu as une TSS, admettons que tu n'as pas de symptômes, ça se peut que tu la traînes pendant plusieurs mois. Ça se peut que tu l'aies transmis, ou ça se peut que tu l'aies, tu ne sais même pas d'où ça vient, tu sais. Puis ça peut vraiment te créer un stress d'essayer de retracer un peu l'arbre généalogique de ta chlamydia. Puis c'est
pas nécessaire. Là, Ouais. genre, le but, c'est vraiment pas de shamer les autres ou de te shamer toi. C'est que tu ailles te faire tester pour te faire traiter, pour éviter des complications. C'est vraiment ça l'important. Là. Ouais, il y a de quoi de comme, telle personne m'a donné Oui. la clame, comme si Oui. c'est la personne qui me le donne. C'est comme si c'était pas intentionnel, mais c'est comme si on venait personnaliser l'ITSS en tant que tel, puis l'associer à la personne de qui tu l'aurais contracté. Puis je suis comme, mais voyons donc, là. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui est sexuellement actif. Si on rentre un peu dans le cœur du sujet, on peut commencer par différencier les différentes ITSS du bactéries puis des virus. Ouais. Fait que ce qu'on... j'allais dire on détecte. Ce qu'on dépiste, Oui. il y a les bactéries, fait que gonorrhée, chlamydia, syphilis, qui... Chez Prélim, on détecte les trois. Hein? Oui, on dépiste les trois. exactement. Ouais. Puis sinon, virus, VIH. Oui. Puis les hépatites B et C aussi, Oui. qu'on dépiste chez Prélim. Oui. Fait qu'il y a comme les deux catégories de bactéries, virus. Ouais. Fait que ça, c'est comme quand tu fais ton questionnaire, comme tu dis un peu tantôt, on va pouvoir voir ce qui est pertinent à dépister ou pas. Exactement. Puis, dans le fond, quand tu... les tu sais, il n'y a pas... Ça sert à rien nécessairement de trouver la différence, admettons, en termes de cause ou de méthode ou de pathogène, là. Mais c'est juste pour dire, justement, c'est plus dans les prélèvements qu'on va faire. Donc, des prélèvements au site, donc avec un Q-tip ou un test d'urine, on va venir détecter les bactéries, en fait, puis on va faire les prises de sang, en fait, pour la sérologie, finalement, pour les TSS, oui, c'est ça, virales. Donc, c'est juste à savoir. Mais oui. Donc, il y a d'autres ITSS. Je ne sais pas si vous voulez qu'on embarque tout. Oui, ouais. Ceux qu'on dépiste pas c'est aussi. ça. Ouais. Avant d'aller dans ceux qu'on dépiste plus. Exact. Mais oui, donc, il y a ceux qu'on dépiste pas. Puis, il y a notamment l'herpès qui choque beaucoup de gens, en fait, parce que je pense que c'est une des ITSS qui fait le plus peur, là, honnêtement, là, c'est l'herpès, puis on la dépiste pas. Puis encore une fois, différence entre on ne dépiste pas et il n'y a pas de test. Donc, il existe des tests. Donc, deux choses, en fait. Quand on a de l'herpès, donc que ce soit au niveau de la bouche ou au niveau des organes génitaux, on peut avoir des lésions ou on peut ne pas avoir de lésions. C'est pas tout le monde qui a des symptômes. On dépiste pas au sens où on va pas faire un test préventif de routine pour déterminer si une personne a l'herpès, parce que s'il n'y a pas de symptômes, ça complique vraiment la donne. Ouais. Si on a des symptômes, on a des petites cloques, j'invite juste vraiment les gens à prendre un rendez-vous pour une consultation médicale. Puis là, on va faire une culture. Donc, on va faire des tests qu'on utilise dans un dépistage, mais ça s'appelle pas un dépistage, c'est comme un examen pour émettre un diagnostic. Maintenant, si on n'a pas de symptômes, puis on est comme, ben là, moi, je veux me faire tester, imagine, j'ai l'herpès. Le problème avec ça, c'est que, bon, de un, on fait une sérologie. Donc, c'est pas toujours hyper fiable. Des fois, ça peut nous donner des faux positifs parce que la sérologie, également, on est exposé à énormément de virus d'herpès. Là. Il y a comme 90% des gens qui ont genre, des petites souches d'herpès, notamment liées au feu sauvage. En fait, on les oublie souvent. Fait que la sérologie va nous dire si on a des anticorps, s'il y a une charge virale, mais pas si cette charge virale-là est suffisante pour être transmise nécessairement. Il ne va pas nous dire non plus où est l'infection. Parce que le site de l'infection, c'est vraiment ce site-là qui est contagieux. Donc, si, admettons, j'ai l'herpès à la bouche, mais que je le sais pas, puis que là, je me protège ou que j'arrête d'avoir des relations sexuelles parce que je sais pas où est-ce qu'elle est, dans le sens mon bras, il est pas plus, c'est pas toutes les muqueuses. Fait que ça nous permet pas de nous protéger adéquatement ou de protéger les autres adéquatement. Et c'est ça. Donc, la zone, je pense que c'est ça. Fait que le but, c'est de faire une prévention pour être efficace, réduire la transmission. S'il n'y a pas de symptômes, le dépistage n'est simplement pas recommandé. Puis, je comprends que ça peut stresser énormément des gens. J'ai moi-même travaillé avec des personnes qui vivaient avec l'herpès de manière asymptomatique. Et je peux comprendre qu'il y ait une envie à ce qu'on dépiste pour protéger tout le monde, ça oui. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de charge virale, en fait, pour qu'il y ait une transmission. Ça ne nous permet pas non plus d'établir à quel moment, vu que c'est un virus avec le système immunitaire, quand est-ce que je suis à risque de transmettre. C'est pas 24 heures sur 24. Donc, ça laisse les gens... En fait, ça nous laisse tellement dans un flou, ça nous permet pas d'intervenir efficacement et ça nous permet pas de confirmer non plus s'il y a nécessité d'intervenir. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est pas dépisté. Même chose, pas même chose, mais avec les autres ITSS qu'on dépiste pas, comme le VPH, on va parler des morpions, tout ça, mais on va vraiment plus faire des examens s'il y a des lésions ou justement s'il y a des petits poux. C'est quand on va avoir des symptômes que là, on va essayer de retracer la cause, en fait. Mais
on va pas nécessairement utiliser les mêmes examens ou les mêmes tests que dans les tests de routine de dépistage. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on va plutôt attendre que les gens aient des symptômes pour venir le traiter. Ou encore l'hépatite A, qui est la seule hépatite qu'on va pas nécessairement, qu'on va pas dépister. Ça, la plupart des gens ont des vaccins, mais c'est aussi que des fois, comme par exemple certaines souches de VPH ou l'hépatite A, on peut s'en débarrasser, en fait, naturellement. Le système immunitaire va s'en débarrasser naturellement. Donc, il n'y a pas nécessité non plus d'avoir un dépistage et un traitement, ou au contraire, mettons, VPH, j'ai l'impression que j'ouvre plein de parenthèses, mais on va revenir à un moment donné, mais c'est juste pour donner un peu tout le portrait. Mettons, VPH, on peut avoir des condylomes, mais on peut avoir des souches qui sont plus cancéreuses. Donc là, on va plutôt aller faire des prélèvements au niveau des lésions pour voir si ces lésions-là sont cancéreuses. Mais en soi, avoir le VPH, dépendamment de la souche qu'on a, c'est pas la chose qui est nécessairement problématique. Ça va pas nous donner des symptômes, puis on peut s'en débarrasser. Donc, c'est toujours une question d'être efficace en termes de santé publique, puis de s'assurer que, justement, en fait, des ITSS, comme par exemple la chlamydia ou la gonorrhée, qui sont super prévalentes, en fait, qui sont les plus populaires, ils n'auront souvent pas de symptômes, mais les conséquences peuvent, par exemple, aller jusqu'à l'infertilité. Mais c'est ça qui est un peu plus dangereux, ou est-ce que si on s'en rend pas compte puis qu'on laisse traîner ça, c'est là que ça peut poser dommages sur le corps à long terme. C'est pour ça qu'on va aller dans un dépistage. L'herpès, j'ai l'impression que c'est tellement une surprise à chaque fois qu'on nomme que c'est pas dépisté. Puis un peu pour résumer ce que tu disais, puis ce que je me rappelais de mes cours, c'est comme la plus grande majorité de la population va avoir les anticorps de l'herpès. Fait que si on fait une prise de sang, par exemple, ça va être positif. Mais si t'as pas de lésion ou, tu sais, il y a pas en apparence... Oui, il y a des stades de l'herpès. C'est ça. Mais si t'as rien... tu peux pas le transmettre. Fait que tu le saurais si tu avais l'herpès, tu pouvais le transmettre, de ce que je me rappelle. Il y a quand même des cas. C'est ça qui est un peu touché. En fait, il y a. Donc, oui, en effet, c'est une herpès. C'est une infection qui, en fait, travaille notre système immunitaire. Donc, c'est pour ça aussi, quand on dit t'as l'herpès, c'est repose-toi à prendre la vitamine C, ou quand les gens s'exposent au soleil, ou quand ils vivent énormément de stress, changements hormonaux, changements de saison, c'est là qu'ils peuvent avoir une poussée. On parle souvent, c'est vraiment un langage qu'on utilise pour les feux sauvages, mais c'est vraiment le même principe. Et dans le fond, c'est ça. C'est qu'il faut que tu aies une quantité de virus. En fait, il faut que ton système immunitaire, il est comme pas maîtrisé le virus. Fait que tu as une quantité de virus qui remonte suffisamment à la surface pour que si c'est en contact avec une peau qui... une muqueuse, donc une peau qui est comme fragile, donc que ce soit notre bouche, que ce soit nos organes génitaux, mais qui est aussi lésée, donc il faut une porte d'entrée. Fait que si tu frottes une lésion d'herpès sur mon bras ici, parfaitement, tu sais, bien plus épais que mes muqueuses et parfaitement sans lésion, il y a rien qui se passe, tu sais. Fait que faut qu'il y ait un contact direct avec une porte d'entrée, donc des micro-lésions. Donc, c'est pour ça que quand on a des contacts sexuels, que ce soit nos ongles, que ce soit la friction, tout ça, on en crée des micro-lésions ou avec nos dents. Exact, c'est ça. Puis quand on dit micro-lésions, ces gens sont pas visibles à l'œil nu. Fait que c'est pour ça que c'est un peu toujours le danger, parce que c'est pas vrai que tu te saignes, puis là, c'est une lésion. Fait que là, il y a une testis qui peut rentrer. Mais il faut qu'il y ait une porte d'entrée, et c'est pour ça que le virus va se transmettre. Maintenant, plutôt, il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais il y a des gens aussi qui ont des symptômes qui ne reconnaissent pas parce que les symptômes sont tellement faibles. Fait que si tu as une petite poussée, admettons, qui m'arrive sur mon pubis, mais qu'il y a comme une petite rougeur, ou peut-être que ça fait comme un petit poil incarné que je le vois pas, ou qu'il n'y a pas de symptômes, mais que le virus il est comme flush à la surface, je suis peut-être dans le début de mon infection, mettons, il y a possibilité de transmission. Mais c'est vraiment moins fréquent que si j'avais vraiment des poussées, où est-ce que là, tu vois que le virus, il a comme un peu pris le contrôle de la zone pour quelques jours, tu sais. Puis les risques de transmission se font dès les signes avant-coureurs. Fait qu'admettons que je ressens un petit peu... Je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est vraiment les feux sauvages. J'ai l'impression que c'est tellement compris la population, et c'est la même chose. Mais tu sais, admettons que tu as un feu sauvage qui s'en vient, ça va peut-être piquer, tu vas sentir que tu as peut-être un peu mal à la tête, des petits symptômes, admettons, de fièvre ou de grippe, ou tu te sens un peu fatigué, puis tu es comme, ça s'en vient. Mais dès ce moment-là, il y a un petit risque jusqu'à la guérison des lésions, tu sais. Mais comme tu dis, en effet... D'un, c'est dur à déterminer. De deux, ça veut pas dire que tu as une quantité suffisante de virus. Fait que le risque est quand même assez minime, tu sais. Puis est-ce que pour les morpions plagales, c'est un peu la même chose dans le sens que si c'est pas visible, ça sert à rien de le dépister parce que tu le saurais? Bien, les morpions, c'est un peu comme... dans le fond, c'est un peu comme les poux, mais du poil pubien. Fait que
si t'en as, tu vas en voir. C'est ça. Exact. Tu vas voir des œufs, ça va démanger. Tout ça, peut-être que tu seras pas capable de voir que c'est ça, là. Comme des poux, tu le verras peut-être pas au début, mais tu vas avoir des symptômes qui vont te signaler qu'ils sont là, tu sais. Il va falloir justement aller faire un examen, puis là, on va constater la présence et on va les enlever, tu sais. Mais je peux pas faire un prélèvement, je peux pas swipe des liquides de muqueuse ou je peux pas faire une prise de sang puis déterminer s'il y a des morpions de la gamme. Oui, c'est ça. Ils vont pas laisser quelque chose dans ton sang. Non, c'est ça, exact. Est-ce que j'avais entendu dire ça, puis je veux savoir si c'est un mythe ou pas, mais que la culture du look pubien, donc du rasage, de l'épilation, depuis les années 90, a fait en sorte que là, je me rappelle plus les mots exactement, mais la quantité de personnes qui avaient des morpions avait comme baissé. Parce que... c'est bon, oui, sûrement. Ben, oui, ben dans le sens, là, je sors vraiment de mon expertise, là, mais tu sais, je pense quand même que si on suit la logique, puis après, c'est peut-être vraiment des mythes, là, mais tu sais, si on suit la logique des poux, mettons, là, c'est vrai quand même que plus t'as de cheveux, plus sont longs, plus c'est une belle petite maison, tu sais. C'est sûr que si t'as pas de poils, t'as pas de morpions. Il faut qu'ils s'attachent, les œufs puis la famille. Mais... La famille, j'aime ça. Mais on en a parlé en classe. Oui, c'est ça. C'est de là que ça vient. Oui. Je sais pas s'il y a des données là-dessus. Mais ça fait du sens. C'est comme une logique qui s'installe. Après, ça veut pas dire que parce que t'as des poils, t'es particulièrement à risque. Encore une fois, je le comparerais vraiment avec les poux. Dans le sens que, genre, oui, si t'en rends compte puis que tu te frottes puis qu'ils ont chaud puis qu'ils se promènent, oui, mais c'est pas aussi... La gonorrhée est vraiment plus prévalente. Fait que... Mais c'est là que ça remet en perspective le dépistage, que c'est juste en prévention, parce que tu vas te faire dépister quand t'as pas de symptômes. Puis si t'as des symptômes, là, on va être plus dans l'action de comme, OK, parfait, comment on règle ça? Mais c'est pour ça l'importance du dépistage. Puis ça fait tellement de sens comme de... T'en auras pas de symptômes. Puis les ITSS les plus prévalentes, c'est ceux qui n'ont pas de symptômes en général. Oui, exact. Puis là, tu me rappelles un excellent point aussi qui est que le condom ou les protections, les méthodes de protection barrière, mais surtout le condom qui est très utilisé, c'est efficace, mais c'est pas efficace à 100%. Parce que la plupart du temps, on l'utilise pas dans toutes nos pratiques, comme le sexe oral. Le sexe oral, on n'a pas juste des ITSS à travers les relations anales ou vaginales. Aussi, sexe oral, on n'utilise pas nécessairement de carré de latex, de gants de latex, de doigts de latex. Il y a aussi certaines ITSS qui ont des lésions comme, admettons, justement, l'herpès, la syphilis et certaines lésions de VPH qui peuvent ne pas être couvertes par le condom. Oui, c'est ça, sur le pubis, ou dans les aines. Fait que là, je veux dire, si tes lésions sont pas couvertes, elles sont pas protégées. Fait que c'est pour ça aussi que le dépistage, c'est super important parce que le condom, ça reste la meilleure façon de se protéger, mais c'est pas suffisant. Fait que c'est vraiment pour te baquer, c'est comme ta double protection, là, puis à faire justement de manière routinière. Là. Comme tu dis, je pense que c'est le meilleur terme de ne pas attendre nécessairement dans la réaction, de le faire de manière routinière. Après, c'est sûr que ça dépend de ta situation, mais de manière générale, on propose aux gens d'y aller 1 à 4 fois par année en fonction de nos pratiques. Mais c'est sûr que dès que, si, admettons, on est dans une espèce de monogamie en série où on change de partenaire, mais on a comme un ou une partenaire à la fois, il faudrait le faire entre chaque partenaire. Il faut également le faire quand on a un ou une nouvelle partenaire, peut-être depuis un certain bout ou peut-être de pas super longtemps, puis qu'on décide d'enlever les protections. Ça, c'est super important. Souvent, les gens font pas ça. Fait que là, tu peux te transmettre des choses sous le coup de l'amour. C'est comme si l'intimité, puis là, c'est la conception des gens, te garantissait une espèce de sécurité sexuelle, une sécurité de santé sexuelle, comme si là, genre, on est rendu à une étape où on se fait tellement confiance, puis c'est comme si on oublie, on enlève nos barrières un peu, on enlève notre vigilance par rapport à ça. Totalement. Alors que c'est pas parce que la personne, t'es plus intime avec elle que soudainement tous les ITSS accourent et s'en vont. C'est vraiment un billet. Là, puis c'est pour ça aussi, de manière générale, les personnes qu'on connaît, ou surtout une personne qu'on trouve séduisante, qu'on admire un peu, cette personne-là peut pas avoir d'ITSS. C'est ça, on l'associe tellement à une personne qui est irresponsable. Fait que la personne que genre tu vois dans ta soupe, c'est sûr qu'elle a pas d'ITSS. Fait que oui, ça de un. Puis ça parle vraiment de nos billets. Puis aussi, c'est parce qu'il y a encore un peu justement le préjugé, pas le préjugé, mais le stéréotype ou l'idée préconçue que si j'ai une ITSS, je vais le voir. Fait que là, si ça fait quand même, mettons, 2-3 fois qu'on couche ensemble puis qu'il n'y a rien qui se passe, it's all good. It's all good. Puis ce qui est un peu funky avec les ITSS, c'est que c'est pas une transmission qui est
systématique. C'est vraiment un mauvais coup de dé. Fait que c'est pas parce que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un qui a une gonorrhée puis que tu n'as rien eu que tu n'auras rien les prochaines fois. Genre, fait qu'il faut que tu ailles te faire dépister. Puis aussi, un autre mythe qui est moins en moins présent, mais je le dis quand même, si tu as eu une chlamydia une fois, tu peux la réavoir. Il y a plusieurs, à moins que tu aies une ITSS avec laquelle tu vis, comme le VIH et l'herpès ou dans certains cas l'hépatite C. Tu développes pas une immunité. Non, tu n'as pas d'immunité. Exactement. Genre, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas tout le temps. Fait que c'est pas comme la COVID, genre ton traitement, c'est pas une 3e dose. Non, c'est vraiment pas comme ça, là, tu sais. Mais j'aime ça, c'est vrai, c'est important à dire. C'est vrai. Vraiment. Maintenant, je veux qu'on parle aussi des autres infections qui ne sont pas des ITSS parce que je vais raconter mon histoire aussi, mais moi, je me suis fait prendre au jeu. Là. Genre, je pensais qu'à cause que j'avais une infection, j'avais une TSS. Fait on peut parler des autres infections, puis après, je dirai ma petite histoire comique par rapport à ça. Dans le sens que tu pensais que... Ben là, je ne veux pas rentrer dans ton histoire, mais, non, mais je vais de toute façon, tes symptômes, tu étais comme ça, c'est causé par une TSS. Ben oui, j'étais comme j'ai une TSS. André est venu chez nous à la course, là, tu sais. Panique. Ben, je vais commencer par ça, tant qu'à ça. Fait que j'ai une infection à levure. Fait que, tu sais, où il y a comme ça ressemble à genre du fromage cottage. Puis ça a commencé à me piquer, mais j'avais pas trop remarqué. Puis je fais pas souvent un examen physique de mes organes génitaux, genre. T'as regardé dans le miroir. Non, c'est ça, je regarde pas vraiment, tu sais. Fait que là, je suis comme, non, c'est bizarre, ça pique. Je prends un miroir, je le mets en dessous de moi, je squatte, puis là, je suis comme, oh my God! Là, je suis comme, OK, non, ça va pas, là. Genre, ça va pas. Il y avait plein de, genre, de sécrétions blanches. Puis j'étais comme, ça y est, c'est terminé, j'ai une TSS. J'appelle André en panique. Mais j'étais déjà en route vers chez toi. Oui, tu m'en allais chez nous. En train de t'acheter des fleurs, genre. Je m'en allais, j'étais comme à genre 5 minutes de chez toi. Puis le confort était si près. Oui, c'est ça. Tu m'avais texté, puis là, j'étais comme à la caisse, quelque chose. Puis là, après, je sors de la boutique, puis là, je reçois un appel, puis c'était comme, non, ça va vraiment pas. Genre, faut que tu viennes au plus rapide. Puis à prendre en compte que j'étais au bac, genre, j'avais fait les cours d'ITSS. On avait tout vu. Tu peux quand même te, comme, en tout cas, fait que là, André arrive, puis je suis comme, faut que tu checkes. Non, mais je te puis là, tu me racontais, genre, tu m'expliquais de quoi ça avait l'air, puis j'étais comme, Rosie, je pense pas, genre, ça a l'air. En tout cas, mais quand on a regardé, nous deux, on était genre, oh my God. Oui, j'ai vu, puis j'étais comme, oui, j'ai vu des photos dans mes cours, je sais c'est quoi la description, j'ai comme, oh, OK, oui. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On n'est pas contente, là. Il y a non, quelque chose qui... vraiment pas. Elle est en train de. Puis là, on a ouvert nos notes, là, on a commencé à comparer toutes les photos, puis là, on était comme, oh! C'est ça qui 75% des personnes avec une vulve en auront. C'est correct. Oui. Exact. Fait que moi, j'avais finalement une infection à levure qui se développe, genre, soi-même, là. Oui, c'est ça. Genre, quand je parlais à mon médecin, il était comme, est-ce qu'après avoir fait du sport, tu te changes tout le temps rapidement? Puis je suis comme, non. Puis il était comme, c'est peut-être ça, genre, l'humidité, tu sais, ou le maillot de bain, par exemple. Mais il y a tellement de choses qui peuvent causer ça. Exactement. Ça peut être comme il y a pas genre la vaginose, la lune de miel, quand ça fait longtemps que tu n'as pas eu de relation sexuelle, puis là, tu rentres en contact avec la flore bactérienne de quelqu'un d'autre, puis là, ça te débalance la tienne. Donc... Infection urinaire, ça, je pense que c'est commun. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, justement, quand ça faisait longtemps que j'avais eu des relations sexuelles. Fait que, tu sais, c'est des trucs qui sont full communs, genre, qu'on parle, mais que c'est ça, moi, je m'étais mélangée complètement, là. Puis, c'est quoi la différence entre une vaginose puis une vaginite? Oui. Non, mais ça, c'est vraiment une question que je pense que est tellement googlée, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de pharmacies qui ont fait des pages, genre, avez-vous une vaginose ou une vaginite à levure? Mais juste avant ça, j'aimerais revenir sur ton point parce que ça me rappelle, en fait, puis c'est vrai, je pense qu'on parle beaucoup d'à quel point les gens ils ont un stigma envers les autres, envers trouver les gens sales, mais c'est souvent quand nous, on le vit, que tu pensais que tu avais une TSS, mais même, admettons, une vaginose ou une vaginite à levure, on se sent tellement sale. Il y a comme quelque chose tellement qui vient, genre, on est envahi dans notre intimité la plus pure. Fait que ça passe déjà. Moi, je trouve que souvent, on dirait que je vivais un peu dans ma tour d'ivoire de comme, tu sais, il y a des stigmas, mais comme on va les défaire, c'est pas grave. Mais quand ça t'arrive, c'est vrai que ça peut être rochant. C'est vrai que tu peux paniquer à l'idée de devoir le dire, peut-être à tout le monde. Moi, j'étais comme, ma vie sexuelle est terminée. Là. Ben oui. T'avais un partenaire à ce moment-là aussi. Oui, absolument. J'étais en relation. Puis j'étais comme, premièrement, ça faisait fucking mal. Oui, t'as pas envie. Il y avait beaucoup d'irritation. Puis deux, j'étais comme, non, genre, c'est, en gros guillemets, genre, c'est sale. Genre, j'aime ou full. Oh mon Dieu, oui. Puis j'étais vraiment contente de pas être dans le dating parce que j'étais comme, j'ai juste à faire un coming out, entre guillemets, à mon partenaire. J'ai pas d'en parler à personne d'autre, tu sais. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, une chance, tu sais. Mais c'est tellement, c'est full internalisé, genre, comme conception de comme, genre, c'est sale, puis tout. Puis quand c'est vrai que. De devoir le dire aussi. Oui. Dans le sens que là, mettons, tu as un partenaire, je pense que tu es un partenaire stable, j'imagine que tu avais. Oui, c'est ça. Je pense que ça te permet d'être un petit peu plus, tu sais, dans la transparence, d'être genre, what's happening. Mais tu sais, de dire, d'être comme, on n'aura pas de contact sexuel ou on a des contacts sexuels qui vont
se limiter à ailleurs que dans ma culotte, mais de devoir dire pourquoi aussi. Ouais. Ouais. Genre, puis de devoir dire parce que je suis sale. C'est mettons, confronté là. à comme ton dégoût de toi-même, puis là, t'es comme, ça va être quoi la réaction de la personne à qui je l'ai dit aussi? Tu vas avoir peur de ça, de comme, est-ce que, tu sais, dans ce cas-là, ton partenaire, c'était quelqu'un avec un pénis, fait qu'il n'y a pas de vulve, genre, est-ce qu'il va comprendre, genre, c'est quoi que c'est pas si dramatique que ça, tu sais, les sentiments avec lesquels je dois travailler en ce moment, puis Ouais, je parle de quel niveau d'explication un peu, là, puis quel genre de réaction je vais avoir, là. Ouais, parce que, Exact. Ouais, puis ça parle aussi de la déclaration au partenaire, mais avant vaginose vaginite. Oui. Dans le fond, on a une flore vaginale. Puis il y a des bactéries, puis il y a des levures, OK? Fait que les levures, c'est des champignons. Fait que ça vit de manière harmonieuse jusqu'à ce que, justement, pour différentes raisons, fait que soit il y a trop d'humidité, comme tu dis, on a des nouveaux contacts sexuels, ou peut-être on a des contacts sexuels qui sont un peu répétitifs ou qui ont beaucoup de friction, ou des fois, certains contraceptifs, des changements hormonaux, l'alimentation, une grosse période de stress, un burn-out, ça peut te faire une vaginite, va créer un débalancement. Puis là, j'ai mêlé plein de raisons, mais donc, une vaginose bactérienne, ça va être un débalancement dans tes bactéries. Une vaginite à levure ou ce qu'on va appeler comme un candida, finalement, c'est un type de champignon, ça va être un débalancement dans tes levures. Fait que c'est comme une prolifération de soit les mauvais champignons, les mauvaises bactéries. Fait que là, ton vagin, il capote, finalement. Puis, en soi, donc... Déjà, ça dépend, en fait, en termes de symptômes. Donc, une vaginite, comme tu l'as nommé, on va souvent plus avoir des sécrétions blanches, en grumeaux, qui vont être, tu sais, souvent inodores aussi, puis ça va beaucoup démanger, en fait. C'est vraiment ça. Alors qu'une vaginose, on va vraiment avoir une odeur forte de poisson. Tu vas enlever ta culotte, tu vas être comme « wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Fait que ça, c'est les deux à différencier. Mais après, bon... En fait, pourquoi c'est important de les différencier aussi, c'est parce qu'il y a des produits qui sont disponibles en pharmacie. Fait que tu peux te procurer toi-même sans aller voir un médecin. Je recommande quand même que si on n'a pas... Tu sais, il y a des personnes qui sont comme moi, c'est ma 10e vaginite, I got it, je sais exactement mon produit tel quel. Let's go, championne. Mais si jamais tu hésites, mais que tu as comme, oh mon Dieu, j'ai pas le temps de me trouver un rendez-vous médical, j'invite quand même à aller voir, avoir une consultation avec la pharmacienne, juste pour comme débattre un peu de tes symptômes puis avoir son avis. Parce que si tu as une vaginite à levure, tu peux avoir des produits comme, tu sais, à base d'antifongiques, là, comme du fluconazole, Canestin, tout ça exactement, qui sont disponibles, qui peuvent être... disponible, mais il y a aussi différentes doses. Tu sais, t'en arrives, puis il y a genre 15 produits. Là. Fait que c'est bien beau que ce soit accessible, mais ça peut être un peu mêlant. Puis aussi, parfois, c'est des produits qui sont un peu irritants. C'est comme un effet secondaire. Fait que t'as de l'inconfort, mais après, t'as comme d'autres inconforts. Ça peut être normal, mais ça peut être aussi parce que t'as pris une trop grosse dose. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je recommande quand même, si on n'a pas le temps d'aller voir le médecin, au moins d'aller voir l'avis du pharmacien ou la pharmacienne. Parce que aussi, si t'as une vaginose, bactérienne, il faut que t'aies des antibiotiques. Fait que ça, il faut que t'ailles voir un ou une médecin. Fait que si jamais, là où la pharmacienne est comme, j'irais passer un test pour être sûre, j'étais toi, tu sais, des fois, on a des symptômes qui peuvent s'apparenter aux deux. Tu sais, si genre ça chauffe, puis que t'as juste des démangeaisons, puis t'as une petite odeur, mais c'est pas trop clair, tu sais pas trop c'est laquelle. Tu sais. Fait que l'idéal, c'est d'aller voir un ou une médecin pour avoir un test de culture. La plupart du temps, les résultats sont comme dans les 24 heures gros max, puis tu as la bonne prescription. Fait que ça, c'est full important. Mais c'est ça. En gros, c'est ça la différence entre les deux, mais ce n'est pas transmissible sexuellement. Ça peut être causé par des relations sexuelles. Ça peut comme être un facteur qui cause ton infection, mais ce n'est pas transmissible sexuellement. D'où pourquoi c'est pas une TSS. Exactement. Puis d'où pourquoi on fait pas de dépistage. On va traiter les symptômes. C'est ça, parce que tu vas avoir des symptômes si tu as ces infections-là la plupart du temps. Je me rappelle que toi, ça avait été difficile de traiter. C'est vers là que j'allais. Quand j'ai eu mon infection à levure la première fois, j'avais fait le traitement en pharmacie, genre que j'achète moi-même. Ça partait pas. Non. Fait que là, j'ai dû aller voir un médecin pour avoir le fluconazole oral. Ça partait pas. Fait que j'ai eu pendant 8 mois du va-et-vient d'infection jusqu'à temps que je fasse un régime, entre guillemets, genre anti-candida, sans sucre pour arrêter de nourrir les levures.
je pense que c'est parce que je m'en suis rendu compte tard. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'était vraiment genre... Puis le fluconazole, c'était pas... Tu sais, d'habitude, on prend une, puis ça part... Moi, il m'avait donné un traitement que c'était genre, j'en prenais pendant 2 semaines, là. Ouais. C'était vraiment comme... Girl, j'étais comme, ça part pas, là, Non, tu sais. moi aussi, honnêtement, j'ai vécu une expérience similaire à la tienne. Avant, tu sais, j'avais peut-être un petit débalancement. Suffisait de genre, même pas de médicaments, suffisait d'adopter une bonne hygiène de vie, genre avoir des vêtements qui respirent, éviter genre de peut-être être trop dans les leggings ou whatever, puis genre me donner 3-4 jours, puis ça partait. Puis là, j'en ai une qui a duré 5 mois, là. Ouais. Puis, fait que, oui, même affaire. Commence les traitements. Au début, je pensais que c'était une TSS parce que c'était des symptômes aussi qui étaient comme un peu différents que je reconnaissais pas. Finalement, puis ça c'était constant, là, ça persistait. Puis ça aussi, c'est un danger. C'est encore plus difficile quand tu fais confiance, je pense, à un professionnel de la santé parce que là, t'es censé m'encadrer. Pourquoi tu règles pas mon problème? Ouais. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je décourage les gens de s'auto-diagnostiquer parce que tu peux, si tu traites mais pas suffisamment, tu débalances encore plus les choses, tu sais. Puis c'est un peu plate, mais vu que c'est une flore puis que c'est un équilibre, si, admettons, tu arrives, avec ton fluconazole, mais que je ne sais pas pourquoi, justement, tu as peut-être une diète qui est particulièrement en sucre ou que tu vis des énormes stress qui contribuent à maintenir le débalancement, elle peut revenir. Tu sais, parce qu'il reste toujours une petite souche, comme. Puis pour s'en débarrasser complètement, ça peut être très, très, très difficile. Fait que ça peut nécessiter même un rendez-vous avec un ou une gynécologue, par exemple, ou aller plus loin. Fait que ça peut être vraiment difficile pour le moral. Puis ça devient un problème un peu qui s'auto... Oui, c'est un cercle vicieux. C'est ça, parce que si tu es stressé, moi, je me rappelle, ma médecin me disait, ben là, tu es peut-être un peu trop stressé. Puis j'étais comme, mais c'est la source de mon stress. C'est ça. Ben oui, full. La source de mon anxiété. Fait que c'est difficile à gérer, puis ça atteint beaucoup la confiance, puis tout ça. Fait que je te comprends, ça arrive vraiment des fois, là, c'est vraiment pas la norme, mais quand ça arrive, c'est comme vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Oui, vraiment. J'étais comme là, la gang, genre, voir qu'ils faisaient pas capable de régler mon problème. Je suis comme, on le sait, c'est quoi mon problème, tu sais. On le sait, puis en plus, j'ai l'impression que tu cherches sur Internet, puis genre, t'as comme le site de Pharmaprix qui dit que c'est vraiment facile à gérer. C'est ça, comme, pas de problème. C'est ça, genre, une pilule et c'est réglé, non. C'est ça. Puis ça peut être ça, mais je trouve que ça démontre aussi l'importance qu'il y a plusieurs traitements, puis pas tous les traitements sont bons pour toi, tu sais. Exactement. Puis tu sais, je pense que, puis encore une fois, c'est vraiment pas pour venir shamer les médecins de famille et tout ça, mais des fois, il y a des expertises comme ça, notamment ITSS, mais aussi santé vaginale, santé pénienne, santé de l'anus également, qui demandent une certaine expertise. Tu sais, je pense que moi, quand je suis allée dans des cliniques de santé sexuelle par la suite, le multitraitement, donc pas nécessairement des doses plus fortes, mais plusieurs traitements pour tackle différentes choses et est arrivé beaucoup plus rapidement et a aidé beaucoup plus. Fait que si on sent que ça fait peut-être 1 ou 2 fois que ça marche pas puis que notre médecin n'a pas l'air vraiment de savoir quoi faire, j'invite vraiment à aller dans une clinique de santé sexuelle si c'est possible. Je pense que c'est juste... Il y a des expertises du fait qu'ils travaillent avec ces enjeux-là au quotidien. Fait que c'est important d'en bénéficier, exactement. Vraiment, là, vraiment. Fait que les infections qui ne sont pas des TSS, là, on a parlé du candida. Est-ce que les infections urinaires, c'est bactéries? Et ça dépasse vraiment mon domaine d'expertise. Oui, je m'en rappelle plus, genre. Mais je pense que oui, c'est définitivement une infection qui remonte vers la vessie. Jusqu'à la vessie. En fait, oui, j'ai déjà fait des reels là-dessus. C'est les bactéries qui remontent. J'ai eu genre tellement de contenu qu'on est... Oui, mais c'est vrai, je viens d'avoir le flash. Puis c'est pour ça que les personnes qui ont une vulve ont plus souvent des infections urinaires parce que le canal entre le méa urinaire et la vessie est beaucoup plus court. C'était le sujet de mon reel. Faudrait que je me rappelle. Fait que la raison de pourquoi il peut être pertinent d'aller faire pipi après une relation sexuelle pour comme éliminer l'urine aide à éliminer les bactéries qui sont prises dans le canal. Totalement. Fait que oui, puis moi j'ai eu une infection urinaire sans symptômes. J'ai eu des infections urinaires genre classiques. Puis à un moment donné, j'ai eu sans symptômes au point que, tu te rappelles pas, je me suis évanouie au travail. Oh oui! Parce qu'à un moment donné, tu as comme une douleur. J'avais oublié. Non, c'était dans la même période que ta vaginose. Non, c'était avant. C'était avant. C'est une infection urinaire qui avait remonté. Parce qu'à un moment donné, ça peut aller jusqu'au rein, je pense, quelque chose de même. En tout cas, j'avais aucun symptôme. Tu sais, j'ai eu les deux, genre le symptôme normal, puis j'ai eu ça s'est attaqué à genre
mon corps, je faisais de la fièvre, je me suis évanouie. Tout de suite, là. Ouais, ça. Puis là, j'étais allée au médecin puis tout, puis ils ont fait des prises de sang, puis ils étaient comme, t'as une infection urinaire, puis j'étais comme, non, j'ai pas d'infection urinaire, j'ai pas eu de symptômes, tu sais. Ouais. Fait que ça a été vraiment des symptômes weird. Wow. Ouais, je m'étais évanouie, je faisais de la fièvre, je grelottais, j'avais zéro énergie. Oh mon Dieu, tout de Ouais. suite, d'un coup. Ouais. Mais c'est ça, puis C'était ça, les terrible. infections urinaires, justement, c'est pas, tu peux pas les dépister. Là. Fait Non, que c'est ça. C'est vraiment dès que tu as des symptômes, puis c'est vraiment d'aller uriner souvent, d'avoir vraiment des douleurs, j'allais dire à la miction, mais quand tu vas faire pipi, Ouais. justement, ou peut-être avoir même des douleurs au niveau des reins, on va chez le médecin. Ouais. Tout de C'est ça. suite, là. Ouais. Tout de Ouais, suite, ouais. tout de suite, tout de suite, parce que ça demande un traitement aussi par antibiotique, je crois bien. Ouais. Là. Oui, Ouais. ben oui. T'as Moi, pas le choix d'aller chez le médecin de toute façon, tu t'en sortiras pas à la pharmacie. Là. Non, c'est ça. Puis Straight où to the j'étais médecin. rendue, c'était comme quand c'est plus genre une infection est rendue grave là. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça, puis j'ai déjà eu une infection normale, genre plus commune, disons, de genre Bois quand tu fais beaucoup pipi, ça d'eau, brûle, puis- puis Oui. tout. Exactement. Puis j'avais pris des antibios, puis ça avait passé. Ouais. Mais là, c'était vraiment, ça a été les symptômes vraiment différents. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre. Tu sais, c'est Ouais, quand ouais. même. Puis au début, tu sais, si j'étais pas allée au médecin, j'aurais pensé que j'avais le rhume ou la grippe ou. Oui, tu T'sais, n'aurais pas reconnu ces symptômes-là. Zéro, là, là. c'est Mais là, je me suis évanouie. Fait que j'étais comme, OK, ouais, on va aller checker, là, qu'est-ce qui se passe. Puis soudain aussi, là. Mais oui, Fait que, full. ouais. Non, j'avais zéro énergie. J'étais supposée aller en voyage, je suis pas allée parce que. Wow. Ouais, ouais. Ah, OK, c'était la faute, t'étais censée aller. OK, oui, je me Oui, rappelle. oui. Oui, j'avais été comme Ok. vraiment assommée. Oui, là. je m'en rappelle. Je me rappelle, genre, je jouais au frisbee, genre, puis je suis pas capable de lancer le frisbee. J'avais là, zéro faiblesse énergie. Puis Généralisée. c'est après être allée au Bixi en travail que je me suis évanouie parce que ça m'avait pris toute mon énergie du monde à long vélo. Wow. Genre, c'était genre 5 minutes. Puis ça, c'est une infection urinaire. Oh my Wow. God. C'est fou, là. En tout cas, fait que je voulais dire aussi que faut être alerte aux signaux, genre, puis tout. Puis, Ouais. tu sais, moi, si j'étais pas allée voir un médecin, Puis il y a des facteurs protecteurs, tu sais, comme justement aller faire pipi après les relations sexuelles, Oui. qui peut aider à prévenir ce genre d'infection-là. c'est ça. Puis là, j'avais aucune idée de comme dans C'est quel ça. moment c'est Ouais. arrivé, là. Ça, puis aussi, tu sais, quand on a, tu sais, des fois dans la fougue du moment, là, on peut vouloir avoir plusieurs relations sexuelles, puis, tu sais, mettre bien du loup pour que, genre, justement, il n'y ait pas trop de friction, puis, Ouais. tu sais, peu importe notre appareil génital, là, mais quand il commence à avoir aussi beaucoup de friction, Ouais. tu sais, ça vaut la peine des fois de passer de l'eau, tu sais, Ouais. de ne pas laver non plus avec du savon. C'est beaucoup de choses pour comme maintenir l'équilibre et comme le traiter avec douceur. Tu sais, ça Ouais. reste des muqueuses. Ouais. C'est très sensible, c'est très fragile. Fait que c'est super important des fois de, même si on n'a pas nécessairement envie, mais de comme dire mon corps a peut-être besoin d'un break là, tu sais, Ouais. pour éviter, parce que aussi ça crée des portes d'entrée pour des infections, Ouais. mais aussi pour des ITSS en général. Là. Fait que Ouais. ménageons-nous. Ça se fait très bien de dire, hey, ça attend-tu qu'on aille prendre une petite douche? Genre, on fait Ben une petite oui. pause, tu sais, sans briser le moment Exact. intime, sans briser comme l'énergie sensuelle que vous avez créée. Tu sais, ça se fait très bien entre partenaires, puis vous apprenez à prendre soin l'un de l'autre, puis vos Ben organes oui. génitaux. Fait que c'est comme. Exact. Ça peut Ouais. être vraiment doux, puis ça peut Ouais. être aussi juste si on a envie vraiment de continuer parce que le désir est dans le tapis, ça peut juste être comme on peut toucher à toutes les autres zones, Oui. c'est juste que comme Un petit jeu de teasing en l'attendant. exactement, exactement, juste que cette zone-là, on la laisse tranquille, on lui donne un petit Ouais. break, puis on y reparle demain. Ouais. Comment qu'elle file, on lui donne C'est un la- férié. C'est la même chose avec d'autres ITSS où c'est pas parce que la pénétration est pas possible à ce moment-là que la sexualité, que tu sais, Mhm. on doit être abstinent. Tu sais, il y a d'autres façons de partager une sensualité avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement génital. Oui, Fait que ça vraiment. ouvre la porte à la créativité. Il y a comme des points positifs. Vraiment, vraiment. Puis d'ailleurs, Ouais. ça, j'irai pas copier tout son contenu, fait que je vais lui donner le crédit, mais on peut en parler. Mais il y a ma collègue Laïma, en fait, qui a fait un article sur le clubsexu.com, puis qui a fait aussi un post sur notre page Instagram. C'est un article juste sur ça, là, comment finalement avoir des activités sexuelles sans se pénétrer. Puis je dis que je vais la citer parce qu'on a fait le travail un peu de recherche ensemble, fait que je finirais par répéter tout ce qu'elle a dit. Mais, tu sais, il y a vraiment moyen, en fait, de venir cultiver du plaisir. Puis je dirais même au contraire, tu sais, je pense que comme ça nous donne l'excuse un peu d'apprendre à se connaître, de découvrir notre corps. Puis Ouais. on le sait, c'est comme un peu le truc, je dis toujours ça, mais c'est vrai, là, c'est le truc un peu plate, là, de genre apprendre à communiquer, apprendre à s'explorer, apprendre à se connaître. C'est vraiment comme ça qu'on développe du plaisir sexuel comme commun et partagé. Puis on a tendance à vraiment bypass ça quand Ben oui, on a on de la néglige, pénétration parce ouais. qu'on est comme je suis trop down, genre j'ai trop envie. Ouais. Mais
on peut tellement avoir du fun, puis on peut tellement aussi comme se développer du fun pour les prochaines fois, même avec pénétration, en apprenant à se connaître sans juste, en fait, jump direct dans la pénétration. Fait que c'est full intéressant. Puis c'est aussi quelque chose aussi qui est à privilégier quand on fait un test puis qu'on attend des résultats ou qu'on doit faire un traitement. Fait que même si, admettons, le traitement, après 2 jours, t'es comme, ben je vais bien, mais il me reste 1 semaine, admettons, faut quand même éviter, en fait, les contacts sexuels qui sont à risque. Fait que de se limiter peut-être aux mains, d'utiliser des protections, de faire de la masturbation comme, je vais dire commune, mais comme en parallèle. Mutuelle. C'est ça, mutuelle, exactement. Éviter le partage de jouets. Donc, c'est aussi des vraiment bons trucs quand on deal avec un diagnostic, avec un traitement, ou qu'on est justement, par exemple, on est dans un épisode d'herpès, puis qu'on sait qu'on en a pour comme 4-5 jours. On n'est pas obligé de tout arrêter si on en a envie, là, parce que des fois, justement, t'es comme, non, c'est un no man's land, c'est ça, genre, ça fait mal, genre, je me sens juste vraiment pas sexy, c'est vraiment correct. Mais si on sent qu'on en a envie, faut juste éviter les risques de transmission, mais si t'as rien à la bouche, french-toi à grande bouche. Là, ben oui. Il y a pas de stress. Avant de rentrer dans les ITSS qu'on doit déclarer et ceux qu'on ne doit pas déclarer, je voulais revenir sur un truc qu'on n'a pas nommé, mais tu sais, quand tu attrapes une ITSS, par exemple, tu le verras pas tout de suite dans que ça soit le dépistage, soit par le sang et localisé. Là. Fait que c'est la période fenêtre, hein, c'est ça le mot? Ouais. Fait qu'il y a une période entre le moment où tu attrapes une ITSS et le moment où ça va pouvoir être détecté dans tes résultats. D'où l'importance de parler de la prévention, puis que ça devrait être comme, tu sais, par exemple, à chaque mois, 3 mois, peu importe, qu'on aille se faire dépister, parce que c'est pas comme, oh mon Dieu, hier, j'ai eu une relation sexuelle où je me suis pas protégée, je vais aller me faire dépister le lendemain. Non, tes résultats seront peut-être négatifs et ils ne sont pas pour vrai, tu sais. Fait que je pense qu'on l'avait pas nommé, puis c'est un truc qui m'avait étonnée-ish qu'on l'avait appris au bac. De comme... Full, parce que c'est vraiment le premier réflexe, surtout quand tu as pris un risque, t'es comme, oh my God. T'es dans l'urgence. Là, tout de suite, je vais intervenir. Mais en effet, c'est la période fenêtre. Dans le fond, il y a comme le délai minimal. Donc, c'est un plus petit délai qui est comme où est-ce qu'on peut détecter l'ITSS. Puis il y a la période fenêtre qui est comme à partir, admettons, je pense la chlamydia, la gonorrhée, c'est comme 14 jours. Oui, exact. Là, on est sûr que s'il y en a une, on va la détecter. Fait que oui, c'est full important. Si jamais tu es vraiment dans le stress, c'est juste qu'en fait, ce que ça va te demander, c'est de revenir. Fait que ça se peut qu'admettons, on te dise, parce qu'il y a des périodes fenêtres dépendamment des ITSS, fait que ça se peut qu'on te dise, écoute, on va faire la batterie, mais pour cette ITSS-là, t'es trop tôt. Fait qu'il faut que tu reviennes. C'est important de revenir. Parce que là, on te laisse vraiment de manière autonome. C'est pas comme le dentiste, ils vont pas t'harceler, je le rappelle. Fait que prends ton rendez-vous tout de suite. Mais sinon, un dépistage, justement, qui est régulier en fonction, encore une fois, de tes besoins ou ta réalité. C'est vraiment aussi comme ton rappel un peu no-brainer, là, parce que ça peut devenir une game de Tetris, là, de déterminer quelle ITSS et quelle période fenêtre. Là. Fait que, il y a ça aussi. Là. Puis que veux pas, c'est qu'à un moment donné, si tu as une vie sexuelle qui est très active ou tu as plusieurs partenaires qui se chevauchent ou whatever, ben là, s'il faut à chaque fois que tu calcules des périodes fenêtres par risque d'exposition pour chaque partenaire, puis que c'est une roue sans fin. Ça devient compliqué. C'est ça. Dépistage aux 3 mois. On se protège le plus qu'on peut, puis genre, tu préviens tes partenaires que tu as revus depuis le dernier dépistage, puis that's it. Exact. Puis ça explique aussi les questions qui te posent aussi, genre, bon, c'est quand date ta dernière relation sexuelle protégée et non protégée. Exactement. Ça explique pourquoi, des fois, ils te suggèrent justement, ben, en ce moment, ça ne sert à rien que tu viennes. Si c'était genre il y a 2 jours, attends, tu sais. Exactement, c'est ça. Mais si, admettons, tu as eu des relations sexuelles dans le dernier mois, on va te dire, ben oui, on va pouvoir te tester, mais comme pour les 14 premiers jours. Mais après, c'est un peu une zone grise, fait qu'il va falloir que tu reviennes anyway. Exact. Puis sinon, vu qu'il y a tout le temps cette peur-là de comme, oh mon Dieu, genre j'ai une ITSS, faut-tu que je le dise, faut-tu que je le dise pas à mes anciens partenaires, à ceux présentement. C'est quoi la règle pour, mettons, les plus communes, gonorrhée, chlamydia? Oui, ben ça, c'est un sujet qui apporte énormément d'inquiétude puis d'anxiété, là, puis honnêtement, tout ITSS ou ITSS confondu, mais... la règle, c'est sûr qu'il y a différents arguments, OK? Parce qu'il y a des obligations légales pour certaines ITSS, ben en fait, le VIH. Pour les autres ITSS, tu as comme une obligation comme un peu de santé publique ou morale, en fait, de vouloir justement limiter la transmission, mais aussi s'assurer que si la personne est à risque, elle peut se faire dépister pour, encore une fois, avoir accès à des traitements si elle en a besoin puis éviter des complications. Fait qu'il y a personne qui te met... un fusil sur la tête puis qui dit dépiste ou passe à autre chose. Mais, excusez, c'était vraiment un mauvais exemple.
Non, mais il y a une obligation. Oui, c'est ça. Il y a pas une obligation, mais il y a Moral, définitivement une obligation, je pense, en termes social, dans le sens que, justement, s'il y a une chaîne de transmission, mais aussi s'assurer que la personne, elle peut se prendre soin d'elle, c'est super important. Fait que c'est important de reconnaître que, justement, puis des fois, ça peut nous être arrivé qu'on a tellement été soulagés qu'une personne nous le dise, fait que c'est un peu de redonner l'appareil. Donc, on encourage vivement à le communiquer, mais également à bien réagir. Là. Encore une fois, comme je pense qu'on en a parlé au début, mais on va le répéter, là. Genre, une bonne réaction, ça peut tellement encourager la personne, en fait, consolider l'effort que ça le fait, parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de stress. Puis ça peut lui permettre de répéter l'expérience, puis juste d'entretenir une relation de respect. Fait que chlamydia, gonorrhée, c'est très, très, très important. C'est sûr, je comprends définitivement le stress. Je veux dire, j'ai travaillé avec des personnes qui vivaient cet enjeu-là, notamment avec l'herpès, qui peut être très difficile parce qu'il y a encore plus de stigma, puis c'est une TSS avec laquelle on vit. Donc, il n'y a pas cette excuse de dire, écoute, je te le dis, mais anyway, tu sais, comme dans 7 jours, on n'en parle plus, tu sais. Fait que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est important de le dire. Ça se peut qu'on ait envie de comme se réfréner de relations sexuelles ou de rencontrer des personnes parce que le défi de le dire, c'est trop. Puis honnêtement, c'est vraiment correct. J'ai pas envie que personne se réfrène d'avoir des activités sexuelles à cause d'une TSS, mais je peux comprendre l'angoisse que ça suscite. Mais c'est sûr que une réaction... En fait, on a beaucoup plus de chances de recevoir une réaction vive si la personne apprend qu'on le savait et qu'on y a pas dit que l'inverse, tu sais. Puis aucune réaction vive ou violente est vraiment justifiable. Puis on n'est pas responsable des réactions non plus des gens. Mais ça peut être difficile à travailler, mais c'est sûr que d'informer la personne, de l'inviter à aller se faire dépister, à aller se faire traiter, lui dire que tu lui dis justement pour qu'elle prenne soin d'elle, puis que tu comprends que ça peut être un peu awkward, mais comme ça peut vraiment aider, en fait, se montrer très rassurante. Ça peut vraiment aider à faire passer la pilule pour l'autre, finalement. C'est sûr que si on arrive un peu en mode panique de comme « Oh my God, j'ai une ITSS, je capote », ben, c'est sûr que la personne va paniquer aussi. Là. On l'invite à paniquer avec nous. Fait que si on panique, c'est correct, mais on peut le garder pour soi puis pour ses amis. Puis on peut avoir l'air genre vraiment au-dessous de nos moyens devant l'autre. Je pense qu'on peut s'inventer un personnage, ça va mieux se passer. C'est pas obligé d'être... Ça dépend encore de la situation. T'sais, c'est sûr que si quelqu'un que, justement, qu'on tient à cœur ou qu'on a l'impression que c'est sérieux ou justement c'est une ITSS avec laquelle on vit, comme le VIH ou l'herpès, peut-être qu'on a envie d'avoir une discussion, d'avoir un moment intime, de partager. Peut-être qu'on a envie d'avoir une distance aussi par souci de sécurité. C'est correct, en fait. Ça peut vraiment être adapté à notre réalité. Il y en a pour qui, la plupart du temps, ça peut être un texto, là, surtout si c'est une TSS qui a un traitement curatif. C'est vraiment comme un avis. Là, fait que ça peut être aussi simple que ça. On n'est pas obligé d'en faire une pièce de dramaturgie. Là. D'aller retracer tous ses partenaires dans la dernière année. Dépendamment de l'ITSS, mais la plupart du temps, on dit comme dans les 2 derniers mois. Fait que ça peut être un exercice répété. Moi, je suis très à l'aise si on envoie le même texto à tout le monde. Je pense pas que ça doit être personnalisé, sincèrement. Là. Fait que c'est ça. Bonjour. Non, on dit pas bonjour. OK, on vous explique. Oui. André et moi, on est dans un studio où nous sommes les seuls responsables de s'il y a vraiment un bris. S'il y aura un problème au niveau du matériel. Explose. Mais le fait, sachant que Rose et moi, on est les seuls responsables, égale... on n'est pas les meilleurs. Non, puis là, il y a des erreurs qui arrivent. À cause qu'on n'avait pas bien formaté quelque chose, on a manqué les 15 dernières minutes de l'épisode. Donc, on vous fait un résumé. Oui. Donc, évidemment, vous écoutez l'épisode avec Morag. On voulait finir sur la PrEP et la PEP. Oui, exact. La PrEP qui est... Je vais pas... Prophylaxie pré-exposition. Oui, bravo! Fait que, par exemple, si tu es une personne qui a le VIH... Non, c'est pas ça. Si tu es une personne qui est à risque de contracter le VIH, tu peux prendre une médication qui fait en sorte que... Soit à tous les jours, soit au besoin. Exactement. Qui va pouvoir te protéger de contracter le VIH. Ou sinon, il y a la PEP, qui est la prophylaxie post-exposition. Puis là, c'est vraiment Morag l'experte, là. Fait qu'on fait du mieux qu'on peut avec les informations qu'elle nous a données. Mais qui est une pilule à prendre sur 1 mois. Et boy. Non, c'est une pilule que tu prends dans les 72 heures après avoir été exposé à une relation sexuelle non protégée et à risque de contracter le VIH. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Fait que, on voulait revenir là-dessus, puis on voulait aussi revenir sur le fait que
on est... les avancées par rapport au VIH font en sorte qu'une personne qui, en ce moment, a le VIH peut vivre une vie sans aucun effet secondaire, symptômes, etc. Exactement. Parce qu'il y a une médication que tu peux prendre qui fait en sorte que la charge virale est indétectable. Donc intransmissible. Puis on a aussi fait la distinction entre le sida et le VIH. On entend souvent sida comme On est trop proche. Va-t'en là-bas. Genre, nos micros sont trop proches. Il va y avoir genre du... confortable. Oui, OK. Puis le sida, en fait, c'est la dernière phase du VIH. Fait que le VIH a 4 phases. Exact. Puis il y a presque plus personne là, qui se rendent au 4e stade du VIH. Donc, la plupart des gens là, qui sont médicamentés, qui sont traités, qui sont pris en charge, restent dans la phase 1 là, du virus. Exactement. Puis c'est pour ça qu'avant, on appelait le VIH le sida parce que les avancées médicales n'étaient pas assez avancées. Excusez, là, c'est bon, ça. Fait que les gens pouvaient se rendre justement au stade 4. Et c'est pour ça que maintenant, on n'utilise plus ça comme terme. On parle du VIH et avec les avancées médicales, on peut rester en phase 1. Exactement. Voilà. Sinon, on voulait aussi parler du Dépistafest. Oui, qui est une initiative du Club Sexu. Exactement, en collaboration notamment avec Prélib. C'est un moment pour conscientiser les gens au dépistage, pour éduquer les gens au dépistage. Il y a un site web que vous pouvez aller voir et vous pouvez aussi trouver... en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens ne trouvaient pas nécessairement les centres de services adaptés. Donc, vous pouvez rentrer votre code postal, de ce que j'ai compris, puis il va vous sortir les centres adaptés. Exactement, avec des filtres, avec vos besoins. Fait qu'ils vont vous diriger dans comment naviguer à travers le système de santé quand on veut un dépistage. Exactement. Puis, ils vont être Prélib et nous, Apérosexo, seront présents à Mural aussi. Fait que c'est un moment pour venir nous voir. Mural, c'est un festival de rue, en fait, qui se passe à Montréal du 6, 7, 8, 9 juin. Puis, on va être là le 6, 7, 8, 9 et le 14, 15, 16. Oui, ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Mais c'est ça, ça dure 2 semaines. La rue Saint-Laurent est piétonne. Fait qu'il y a plein de commerçants à Montréal. Puis, j'ai dit Prélib est présent, mais je voulais dire Club Sexu est présent en collaboration avec Prélib. Fait que passez nous voir. Puis, on va devoir recommencer nos confessions. Ah oui. OK, 3, 4. Les confessions sexues. C'était quoi ma confession? Ah oui, ma confession, c'est que je suis la pire personne pour aller me faire dépister dans le sens que je le sais qu'il faut que j'y aille, puis je le fais pas. T'es nulle. Oui. Fait que là, ce que je disais justement dans la partie qui n'a pas enregistrée, c'est que le Dépistafest me permet de me rappeler que genre, faut que j'aille me faire dépister, tu sais. Puis, comme on a dit souvent dans l'épisode, peut-être qu'en ce moment, j'ai une T6 puis je le sais pas parce qu'il n'y a pas de symptômes. Exactement. Fait que faut que je prenne mon rendez-vous. C'est ça. Toi, c'était quoi ta confession? Souvent, genre. Ma confession, c'est qu'avant, j'étais beaucoup trop rigide avec mes partenaires sur les dépistages. Toi, t'étais trop rigide. C'est que ton approche était trop rigide. Mon approche, c'est ça. Je screenshotais mes résultats de dépistage. Je les envoyais en photo aux personnes avec qui on prévoyait avoir de la sexualité. J'exigeais que le dépistage soit fait avant les relations sexuelles. Puis j'étais vraiment comme, c'est une obligation, genre, il faut le faire. Puis avec le temps, j'ai réalisé que mon accès à l'information puis ma sensibilisation par rapport aux ITSS découle d'un privilège d'avoir été à l'université puis d'avoir été sensibilisée à ça. Fait que mon approche maintenant est beaucoup plus douce, beaucoup plus positive aussi. Genre, tu sais, il y a comme, je vois plus les ITSS puis le dépistage comme une grosse montagne, comme oh my god, genre faut absolument que c'est ça. J'ai moins de rigidité que j'avais avant, puis c'est beaucoup plus doux envers les partenaires bienveillant. Bienveillant. Dans l'éducation. Puis dans l'éducation, exactement. Puis j'ouvre la porte à ça se peut que quelqu'un ne sache pas c'est quoi l'importance du dépistage, puis je peux prendre le rôle de l'expliquer. Voilà. Fait que merci à la gang, désolée pour ce petit la petite coupure, le petit résumé. Je pense qu'on a bien fait ça. Ouais. Fait que on vous laisse et on se voit la semaine prochaine. Bisous. Et on se voit à Mural. Bisous. Bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est voilà. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qui entendent, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.